L'humain, il est dans un paradoxe parce qu'il essaye de rendre la vie de plus en plus confortable, de plus en plus agréable, mais plus il la rend agréable, moins il crée de résistance dans l'environnement. L'antifragilité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un système à devenir meilleur grâce au stress, grâce au désordre, grâce au choc, aux erreurs, à l'incertitude, tout ça. Le système a besoin d'une dose minimale de chaos pour rester en vie. Le mec qui a découvert ça, c'est un scientifique qui avait des cultures de bactéries. Là-bas, c'était un accident. Il y a un peu d'une substance toxique pour les bactéries qui est tombée dans la culture. Et il a observé que On n'a plus de résistance quasiment dans l'environnement, ou beaucoup moins qu'avant. Et donc, si tu veux rendre ton système quand même pas totalement fragile, il faut mettre de la volonté pour aller chercher de la contrainte volontairement. si l'environnement n'est plus source de contraintes, alors le système n'a plus besoin d'être fort pour Voilà. survivre. Donc il s'affaiblit. Hello à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet capital, c'est la capacité à rendre plus robuste un système, à rendre un système plus antifragile. Et pour ça, on va s'appuyer sur deux bouquins, le bouquin Le signe noir de Nassim Taleb et Antifragile, qui sont deux bouquins que j'ai particulièrement adorés. On va le faire sur à plusieurs échelles. C'est-à-dire, on aime toujours parler en fractal avec Artis, c'est-à-dire on va le faire d'un point de vue du système humain, le corps, la psychologie, comment rendre plus robuste ce système-là, puis comment le faire aussi au niveau d'un système, par exemple d'un système entreprise. Si tu as ta boîte, comment la rendre plus solide, comment sécuriser ses actifs d'une certaine façon, comment diluer son risque. Bref, on va parler de tous ces sujets en s'appuyant sur un auteur qui a travaillé sur ça tout au long de sa vie, quoi. Très bien. Ce qu'on va faire dans cette vidéo aussi, c'est que moi, je vais te poser des questions, Tim, du coup, auxquelles tu vas essayer de répondre. Et puis moi, j'ajouterai ma pierre à l'édifice si je juge que c'est nécessaire, quand je considère que c'est nécessaire. Et oui, du coup, comme tu l'as dit, le propos qu'on va dérouler aujourd'hui, ça s'applique à votre échelle en tant qu'individu, à l'échelle de votre famille, à l'échelle de votre entreprise, à toutes les échelles, quoi. C'est un peu les mêmes principes. On y reviendra. Du coup, pour démarrer, si tu devais définir en quelques phrases l'antifragilité, qu'est-ce que tu nous dirais? L'antifragilité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un système à devenir meilleur grâce au stress, grâce au désordre, grâce au choc, aux erreurs, à l'incertitude, tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu viens mettre du chaos dans un système, le système devient potentiellement plus résistant, un peu comme ce qu'il y a dans l'hormèse, on détaillera un peu ce que c'est aussi. Et donc, c'est la capacité d'un système à solidifier grâce au choc. Taleb, il divise ça en trois trucs. Il divise ça... il divise les systèmes en trois types de systèmes. Les systèmes fragiles, donc ça casse avec le stress. C'est-à-dire il y a pas de bénéfice au fait d'avoir du stress. Mais en réalité, j'ai envie déjà de mettre un peu de complexité dans tout système jusqu'à un certain point. Il y a un moment où le système est fragile, c'est-à-dire il y a un moment où le système ne bénéficie pas d'une évolution grâce à un stress. C'est-à-dire que le stress est tellement élevé que le système va cracher et là tu viens plus renforcer le système, tu viens le détruire en fait. Le stress est tellement élevé ou il est tellement constant. Enfin, en fait, sa théorie, ça marche si on pose, si la prémisse de base c'est on respecte la cyclicité de la vie et on n'impose pas un stress trop intense au-delà de ce que le système est capable de supporter. Parce que sinon, ça va dépasser ses capacités d'hormèse, d'homéostasie, tout ça. C'est ça. Robuste, c'est un système robuste. Donc un système fragile, c'est par exemple, je sais pas, même ça peut être un objet, une tasse. Ouais. Ça ne se solidifie pas avec les chocs. C'est globalement, logiquement, chaque choc, fait que la tasse va mourir plus tôt, quoi, va se casser plus tôt. Un système robuste, c'est un système qui est résistant, mais qui ne s'améliore pas justement avec le stress. Et un système antifragile, c'est celui qui va se renforcer avec le stress. Donc le corps humain, jusqu'à un certain point, est un système antifragile. Une boîte, jusqu'à un certain point, est un système antifragile. On peut appliquer ça à tout ce qui est vivant finalement. Ouais, oui. En fait, tout ce qui est mort est fragile globalement, puisqu'il ne va. En fait, tout ce qui a une stratégie d'adaptation. Puisque face à chaque danger, il va y avoir une nouvelle stratégie d'adaptation, et donc le système va devenir de plus en plus fort. Et c'est pour ça que Taleb, justement, il explique que le système a besoin d'une dose minimale de chaos pour rester en vie. C'est-à-dire ici, il n'y a plus de résistance du tout. Par exemple, la pesanteur.
on voit quand les mecs partent dans l'espace, ils perdent de la masse osseuse, ils Ouais. perdent de la masse musculaire parce que justement, il y a plus assez d'attraction terrestre et donc il y a plus assez de résistance, ton corps n'est plus en lutte et donc il s'affaiblit. C'est-à-dire Et en que fait, si l'environnement n'est plus source de contraintes, alors le système n'a plus besoin d'être fort pour voilà, survivre. Donc il s'affaiblit. Puisque la tendance de fond, c'est il faut dépenser le moins d'énergie possible. Donc s'il n'y a pas besoin de dépenser de l'énergie pour résister aux contraintes de l'environnement, bah pourquoi s'encombrer de tant de muscles et de masse osseuse en l'occurrence? c'est ça. Ça coûte cher à entretenir. Et donc, globalement, en fait, le truc, c'est que l'humain, il est dans un paradoxe parce que il essaye de rendre la vie de plus en plus confortable, de plus en plus agréable. Mais plus il la rend agréable, moins il crée de résistance dans l'environnement et plus, en fait, il passe soit du coup, le corps humain, tout va s'affaiblir parce que, bah, il y a plus de résistance. Je sais pas, il y a plus besoin de faire 30 kilomètres pour aller chercher sa nourriture. Donc, il y a un abaissement de la masse musculaire, de la résistance du corps, de tout ça. Et même de la cognition. Ouais, Si t'as ouais, pas besoin clairement. de régler de problème dans tes journées, bah ton cerveau il ramollit. C'est pour ça que les gens à la retraite qui arrêtent de bosser, ils décrépissent rapidement, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on leur dit faites des mots croisés ou ce genre de trucs, quoi. Et donc on arrive dans une situation assez paradoxale parce que du coup on n'a plus de résistance quasiment dans l'environnement ou beaucoup moins qu'avant. Et donc si tu veux d'une certaine façon rendre ton système quand même pas totalement fragile, ben il faut mettre de la volonté pour aller chercher de la contrainte volontairement pour se créer de la pour créer un système résistant. C'est-à-dire que les seules personnes actuellement dans la société, je trouve, qui ont un système un peu solide, personnel, ou c'est des gens qui ont une proactivité dans la recherche de solidité et dans la recherche active de contraintes. C'est-à-dire qu'ils vont là où avant la contrainte était due à la vie, maintenant la contrainte est Dépend de la davantage volonté. due à une recherche. Oui. Oui, avant, tu la choisissais pas, elle te tombait dessus. Enfin, tu devais bouffer, donc tu devais cultiver ta terre, donc tu devais passer du temps dehors à fournir un effort musculaire à cultiver la terre. Alors C'est ça. qu'aujourd'hui, c'est plus une obligation. Tu peux passer tes journées à être passif, à être inactif physiquement, et peut-être bientôt aussi à être inactif physiquement et à être inactif cognitivement parce que tu as des agents IA qui font tout à ta place et tu as un robot qui cultive ton potager, qui fait cuire tes aliments et qui t'appelle et qui t'envoie une notif quand c'est prêt, tu vois. Et en fait, il y a un truc, c'est que quand il y a un système qui te remplace à un endroit, c'est-à-dire, je sais pas, on a inventé la calculatrice, les gens délèguent, ils externalisent du coup la capacité à faire des calculs mentaux. Le truc, c'est que, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a un seuil à partir duquel c'est pas intéressant de déléguer, et il y en a un à partir duquel où ça devient intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, la signalisation ou les voitures automatiques. Les voitures qui conduisent en pilote automatique mais qui sont pas encore meilleures que l'humain deviennent plus dangereuses parce qu'en fait l'attention comme la machine vient remplacer l'humain. Par exemple, le pilote automatique de Tesla vient remplacer l'humain. Bah, l'humain n'est plus attentif, donc il perd sa capacité de concentration sur la route et tout ça. Sauf que comme la machine est pas encore aussi performante que l'humain, bah du coup ça va être il va y avoir plus d'accidents, plus de dangers, plus de tout ça. C'est-à-dire que c'est soit on remplace par un système qui est complètement plus compétent que l'humain, soit on remplace pas parce que sinon l'humain devient désengagé du process et du coup s'affaiblit et donc tu perds en résultat et tout ça. Sur la signalisation par exemple, si tu mets on a remarqué que si on mettait trop de panneaux de signalisation avec par exemple attention enfant qui sort d'école avec le bonhomme en plastique, l'enfant en plastique là qui te montre qu'il y a un enfant qui peut traverser la route, et bah ça augmente le nombre d'accidents. Parce que en fait, les gens du coup deviennent moins attentifs, se disent oui bon bah c'est bon, il y a le panneau, tout le monde. Et il y a un truc où tu viens déléguer, le cerveau vient se faire petit à petit grand remplacer. Et sauf que bah parfois pour un truc qui est moins bien quoi. On dépense moins d'énergie personnelle, mais pour un truc qui est moins bien. C'est fou parce que ça se vérifie vraiment à toutes les échelles, tu vois. Par exemple, chez un individu, chez un homme, tu t'injectes de la testostérone, bah ton corps arrête d'en produire naturellement parce qu'il a plus besoin. Et le jour où t'arrêtes la testo, bah tu t'effondres. Je sais pas, à l'échelle d'un pays, tu mises tout sur l'État, un énorme État qui gère toute ta sécurité et tout machin. Et du coup, les gens, à l'échelle de la société, n'ont plus de système militaire qui consiste à avoir un fusil à la maison pour te défendre en cas de problème. Sauf que le jour où il y a plus d'État, où il y a un effondrement systémique parce que problème de dette, par exemple, bah là, la population n'a plus de système immunitaire.
Et les loups armés de Kalachnikov, eux, sont prêts à être agressifs, quoi. Ouais, Ça marche pas. clairement. Mais en fait, c'est vraiment le truc de les gens forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les gens faibles créent des temps difficiles. Et en fait, c'est la boucle de l'hormèse de tu crées moins de résistance, tu crées un temps facile, la personne forte crée un temps facile parce qu'elle a vécu des temps difficiles, et donc il va y avoir moins d'hormèse pour la génération suivante, du coup ça va être des fragiles, et donc ils vont recréer de la difficulté dans l'environnement, et donc ça va recréer une source d'hormèse, et bref, on le voit comme ça. Sur ce qui est intéressant aussi sur les boîtes, c'est l'arrivée de l'IA. L'arrivée de l'IA, il y a plein d'endroits où en fait elle fait perdre énormément de temps aux gens, parce que justement ça vient remplacer sans faire un travail qui est meilleur que le tien pour autant. Et donc, je sais pas, moi en ce moment je suis en train de faire une vidéo de vente, et en vrai, l'IA la fera pas aussi bien que moi. C'est-à-dire que je connais mieux mon personnage, je sais beaucoup plus me mettre émotionnellement à la place d'eux, et ça sera jamais aussi efficace de le faire en me posant et en essayant de travailler le truc pendant une semaine et émotionnellement réadapter sur. Je peux m'aider de l'IA, mais je peux pas le remplacer. Et en fait, comme l'humain est une feignasse, il a tendance à remplacer à des endroits où c'est pas encore suffisamment fort, et donc à perdre de l'énergie, de l'argent, de la valeur. Et c'est ce qui se passe énormément avec l'IA. C'est les gens font beaucoup plus de contenu merdique. Les boîtes perdent aussi en rentabilité, on peut l'observer, alors qu'il y a de l'IA, quoi. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que si c'est des sujets qui vous intéressent, c'est peut-être parce que vous êtes quelqu'un de stressé, d'anxieux, que vous avez du mal avec l'incertitude et le chaos et que vous êtes du genre à vouloir tout contrôler. Il se trouve que c'est typiquement le genre de profil des gens qu'on accompagne, avec qui on travaille, puisqu'on est passé par là aussi. Et donc, check le lien juste en dessous, tu verras, il y a un quiz avec une quinzaine de questions. Réponds à ces questions et laisse-toi guider. Et on reprend la vidéo. Ouais. Non, mais clairement, c'est comme l'IA dans les boîtes, c'est comme l'engrais dans les cultures. Tu fais rentrer de l'énergie de l'extérieur de l'engrais pour augmenter les rendements, mais du coup, tu deviens dépendant des engrais. Et le jour où il y a un président orange qui décide de déclencher une guerre et que ça perturbe l'approvisionnement en engrais, les agriculteurs du monde entier s'inquiètent de la récolte de l'année prochaine, parce que en fait, ils ont créé des systèmes, ils ont transformé un système antifragile, un écosystème, en tout cas un système robuste, en un système fragile qui est dépendant d'une source d'énergie externe. Et s'il y a plus cette source d'énergie externe, c'est la merde, quoi. Les sols sont appauvris. De la même manière que les employés d'une boîte seront appauvris cognitivement s'ils ont pris l'habitude de se faire aider de l'IA pendant des années. Ouais. Et c'est pour ça que, en fait, on le voit, l'IA est surtout performante pour des gens qui ont déjà de l'expérience, enfin, qui ont déjà une certaine capacité. On pouvait le voir dans une vidéo qu'avait fait Micode, où il y a un de ses développeurs qui crée un système hyper complexe avec l'IA pour coder quelque chose, parce que en gros Micode avait demandé à son dev de coder quelque chose, sauf qu'il l'avait fait avec l'IA. Du coup, il n'avait pas compris le système qu'avait fait l'IA, et comme il était junior en fait, il a pas pris le temps de vraiment apprendre comment. En fait, il a délégué trop vite à l'IA. Et donc, Micode lui a dit, pendant 3 mois, tu dois me faire ça, mais sans IA. T'as pas le droit d'utiliser l'IA. Et en fait, ça force à créer de la contrainte. Il crée de la contrainte, et du coup, il y a une résistance. Donc, le cerveau a un blocage et il va essayer de dépasser ce blocage. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a un progrès cognitif et et un gain de compétences, en fait. Donc, il faut se forcer d'une certaine façon avec l'IA à se créer une forme de contrainte et pas l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire limiter sa présence, et vraiment ne pas l'utiliser tout le temps, en fait, tu vois, ne pas l'utiliser tout le temps, continuer à gagner en capacité, et créer une résistance naturelle, quoi. Du coup, la plupart des gens, avec ce que j'ai dit même en intro, vont se dire, du coup, je vais aller chercher de l'hormèse. L'hormèse, tu veux expliquer ce que c'est Ouais. L'hormèse, c'est la capacité d'un système à se renforcer face à un stress, donc à être plus adapté à son environnement. Finalement, c'est ça le but du stress, c'est de renforcer sa capacité d'un système à être adapté à son environnement. Le mec qui a découvert ça, c'est un scientifique qui avait des boîtes de pétri, des cultures de bactéries, et qui s'est rendu compte je crois qu'à la base c'était un accident, il y a un peu d'une substance toxique pour les bactéries qui est tombée dans la culture, et il a observé que les bactéries se développaient plus vite, donc quand il y avait un stress extérieur. Et ensuite il a vu que s'il y avait trop de cette substance toxique, les bactéries ça les tue, parce que c'est trop. En fait c'est trop de stress, et ça dépasse la capacité du système, en l'occurrence la culture de bactéries,
à se renforcer par l'hormèse. Donc l'hormèse, c'est vraiment la capacité du système à se renforcer en présence d'une agression extérieure. Mais cette capacité, elle a ses limites, puisque au bout d'un moment, bah, c'est trop et il y a rupture. Pour que les gens puissent comprendre, et après je vais enchaîner la différence entre l'hormèse et l'antifragilité, parce que là on a l'impression que c'est la même chose. L'hormèse, c'est ce qui s'applique à un organisme individuel, c'est du micro en fait. L'antifragilité, c'est à l'échelle d'un système. Sauf que c'est un peu du bullshit. D'une certaine façon, pour moi, c'est la même chose dans le sens où, Pour moi au aussi. bout d'un moment, quand tu regardes, c'est des systèmes en réalité. Ah oui. Et Taleb n'avait peut-être pas compris ça ou s'est amusé à reformuler, à renommer pour faire rentrer une notion et puis Je pense que c'est pour ça, ça parle plus aux gens. Hein. Antifragile, ouais. c'est quand même bien plus Oui, parlant oui. que hormétique, tu vois. Mais généralement, tu vois, c'est à l'échelle d'un marché, une idée, une entreprise, une ville, bref, c'est tout ça. Tu vois, par exemple, on prend l'ensemble des restaurants d'une rue. Heureusement qu'il y a de la concurrence entre les restaurants parce que le restaurant le plus nul va mourir et laisser place donc à des restaurants qui sont meilleurs. Et donc il y a un système de sélection naturelle en fait qui permet d'avoir uniquement les meilleurs qui restent. Et donc le système restaurant dans la rue du Général de Gaulle sera plus résistant sera plus antifragile grâce à un jeu de concurrence et d'incentive. Par rapport à micro-macro, là dans ton exemple, je trouve que à l'échelle macro, pour favoriser un phénomène d'hormèse, alors il faut qu'à l'échelle micro, il y ait de la destruction créatrice et qu'on tue le moins bon. Oui, et ça oui. permet l'hormèse. En fait, on n'a pas besoin de tuer le moins bon, on a besoin de laisser mourir. Voilà, c'est plus ça. Le non-interventionnisme de l'économie de marché permet l'hormèse. Et l'hormèse, c'est le mode de fonctionnement privilégié de tout système vivant. Donc le résultat de 4 milliards d'années de recherche et développement. Donc ça marche bien, quoi. Et un critère, si jamais vous avez une boîte ou quoi, c'est si jamais vous devez mettre trop d'énergie pour que ça marche, c'est que ça marche pas. Ouais. Si jamais vous devez vous endetter pour que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne pas, c'est que le système est troué. Ah, tu parles de la France, hein. Je parle de la France, mais je parle d'un système humain aussi. C'est-à-dire que si jamais vous devez trop vous endetter personnellement, en dette de sommeil, en dette que vous perdez trop de poids, que vous prenez trop de poids, que vous avez il y a un endettement de vous-même pour faire fonctionner un système plus large qui ne marche pas sans votre endettement personnel, votre endettement financier. Bref, c'est tout ça. Non, mais... Et donc, sur l'hormèse, là, la plupart des gens, avec le début de la vidéo, vont se dire « Ah, let's go, oui, c'est vrai qu'on vit dans un monde de fragiles. Du coup, moi, je vais chercher de l'hormèse naturellement avec... et ça, c'est le client type qu'on accompagne, l'entrepreneur type qu'on accompagne, qui a été chercher de l'hormèse un peu violemment à base de douche froide, à base de routine ultra rigide, à base d'ultra contrôle et tout ça. Justement parce qu'il se dit « Ah, mais ouais, mais je veux pas faiblir, moi, je vais devenir plus fort et tout. » Tu veux dire un truc? Mais je veux dire que ce mec-là, il a oublié le contexte. Et je pense que c'est vers ça que tu vas aller. Il a oublié que le contexte était déjà très stressant. Ben, en fait, c'est surtout que la plupart des gens, ce que je trouve débile, c'est que face à ce constat, ils vont se dire, bah, je vais aller chercher de l'hormèse pour de l'hormèse. C'est-à-dire que, genre, je vais me créer, c'est presque que je vais me créer parce que l'hormèse, d'une certaine façon, c'est de la souffrance. Je sais pas, vous allez pousser vous allez chercher la contrainte, par exemple, en soulevant très fort à la salle. Il y a une forme de douleur, il y a une forme de souffrance, et ça va vous permettre la prochaine fois de soulever un peu plus lourd. C'est pareil si vous avez un microbe. Il y a un microbe qui vous attaque. Ouais. Votre système, si le microbe est pas trop fort, il va pas vous détruire, et donc votre système va devenir plus résistant. Bref. Et la plupart des gens sont dans une logique un peu sadomaso. Peut-être que le centre de l'hormèse est un peu comme ça. Je sais pas à quel point il faut faire ça. Non, je pense que on m'a fait quelques retours je sais pas. Alors, il y a un peu de ça. Il y a ce côté ouais, c'est génial, on est entre bros, on prend des bains glacés et on y va comme des bourrins. C'est peut-être un peu son pathos à ce cher Pierre Dufraisse. D'ailleurs, si jamais il passe sur cette vidéo, bah faudrait qu'on s'appelle pour en discuter, pour en avoir ça serait cool. Ça serait cool. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait un retour comme ça où ça allait un peu trop proactivement chercher de la recherche d'hormèse. Et pour moi, c'est dû à un manque de connexion à son désir. Parce que quand t'es bien connecté à ton désir, tu vas chercher, tu vas aller te battre pour des trucs qui te font plaisir à l'intérieur de toi. Tu te dis ouais non mais j'ai envie de, je sais pas, monter une boîte, construire une famille. J'ai une envie de vivre en fait. J'ai un souffle de vie. Et à partir du moment où j'ai un souffle de vie, je vais aller me confronter au monde. Et à partir du moment où je vais me confronter au monde, il va y avoir de l'hormèse, de la contrainte et tout ça. C'est-à-dire que l'hormèse ne vient plus d'un besoin,
comme à l'époque des chevaliers ou des hommes de Cro-Magnon, mais vient d'un désir. Et c'est ça le truc qui est important que la plupart ne comprennent pas. Ils se disent bon bah s'il y a plus de besoin, alors il faut créer de la douleur naturellement. Non, justement, c'est pour ça que on peut aimer suffisamment quelque chose pour aller chercher de l'hormèse. Même un couple d'une certaine façon. Quand tu construis un couple, il y a de l'hormèse. Il y a deux systèmes qui vont se confronter. Le système femme et le système homme, ils vont se confronter, ça va créer une espèce de résistance, puis potentiellement ils vont passer outre le conflit qu'ils ont, et donc il va y avoir plus de résistance, plus de métacommunication, plus de compréhension, bref. Et donc quand tu aimes, tu as de l'hormèse, t'as pas besoin d'aller chercher de façon sadomasochiste une hormèse proactive, quoi. Oui, parce qu'on est encore sur des gens qui se racontent, qui prennent soin d'eux et qui font ça pour se motiver, alors qu'en réalité, les vraies raisons pour lesquelles ils s'imposent ça, ils se font subir ça, sont pas celles qui se racontent. Non, mais c'est surtout que les vraies raisons quand tu creuses, c'est que les mecs sont terrorisés, ils veulent pas mourir, ils veulent pas. En fait, ils se préparent pour la guerre. Et à partir du moment où tu te prépares pour la guerre, c'est que t'es pas en paix, tu vois. Et ne pas se préparer pour la guerre, ça ne veut pas dire ne pas se sécuriser, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils font ces amalgames, ils se disent, oui, mais non, mais moi, je me prépare pas pour la guerre, je me sécurise. Non, en vrai, quand tu regardes, t'es plus dans un truc de bataille, t'es pas serein, tu vois. T'es pas en train de te protéger sereinement. T'es en train de te protéger depuis un espace de peur. La fameuse phrase, c'est quoi? C'est qui veut la paix prépare la guerre. Prépare la guerre. C'est Sun Tzu, je crois. Ça. Enfin, je suis pas sûr. Qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix à l'échelle individuelle ne doit pas préparer la guerre à l'échelle individuelle. Oui. Qui veut la paix à l'échelle du système société, peut-être peut chercher à préparer la guerre et à mettre en place des systèmes de défense, de protection ou des fusibles. Et puis même, tu peux. Ce que je dis, c'est que tu peux préparer une forme de défense sans préparer la guerre. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'être en guerre. Une forme de résistance qui est suffisamment intelligent pour savoir que quand tu sors dans la rue à 4h du matin à Châtelet, bah c'est peut-être débile, tu vois. Et donc bon, t'as pas le droit de t'armer d'un couteau, mais c'est une narration dans Châtelet qui existe sur une autre planète, on va dire, voilà. Donc c'est totalement une fiction. Bah, t'es pas trop con, tu vas te dire, ok, non, je vais pas sortir tout nu, tu vois. Mais c'est pas pour autant que tu vas aller chercher proactivement, tu vois. Enfin, tu vas, et puis et ça va pas être ton centre ça va pas être le centre de ta vie, quoi. Enfin, tu vas pas passer ta vie à préparer une bataille. Tu vois, une guerre ou un truc comme ça, tu vois. Ah non, mais sinon t'es tout le temps obsédé par ça et t'y penses tout le temps et en fait, il y a trop de stress. Il y a trop de stress, donc il y a trop de contraintes et tu dépasses tes capacités hormétiques et tu te fais du mal en pensant te faire du bien. Alors que finalement, ce qui permet de faire de l'hormèse sans se maltraiter, c'est juste apprendre à être à l'aise avec le chaos, l'incertitude et l'inconnu. Et à l'aise avec ses émotions aussi, avec de la colère, de la frustration. Parce que si dès que tu as une émotion un peu que tu juges comme étant négative, tu viens te couper avec du scrolling, de la malbouffe. Bon, je comprends par moment quand c'est trop élevé, on a tous besoin d'avoir des échappatoires. Mais si tu viens systématiquement le faire, bah du coup tu règles pas tes problèmes. Par exemple, moi ça fait 3 jours que je suis frustré et je suis très constant d'être frustré parce qu'en fait je suis frustré précisément parce que j'ai un désir et que j'ai pas ce que je veux. Mais en fait c'est super, du coup ça me donne envie de me battre pour ce que je veux. Je me suis levé ce matin, j'étais là trop bien. Hier j'ai bossé jusqu'à 1h du matin, j'étais super content. Et y a pas de souci, je le fais pas depuis un espace de maltraitance, de tout ça. C'est pas que tu t'obliges, c'est t'en as envie. Non, quoi. J'ai un désir de gosse, tu vois, comme quand t'es bloqué devant un jeu vidéo, comme quand et c'est pas de la maltraitance, c'est tu vois, ou comme quand t'es en train de, je sais pas, de jouer au Playmobil quand t'as 4 ans et que tu veux pas t'arrêter. T'es pas en train de te maltraiter. À un moment, faut aller se coucher parce que sinon tu finis pas bien le lendemain. Mais bon, voilà, je fais ça de façon pas excessive, quoi. Parce que t'as peut-être un autre mec à Paris hier qui a bossé jusqu'à 1h, sauf que lui, il l'a fait parce que il s'est dit si je bosse pas jusqu'à 1h, je suis une merde et je dois m'obliger à le faire pour atteindre mes objectifs. Bah, lui, je pense pas qu'il se réveille avec le même niveau d'énergie et de Ah non, mais je me suis réveillé ce matin comme un matin de Noël, tu vois. Ouais, je capte. Et je me suis laissé dormir en vrai le matin, mais je me suis réveillé comme un matin de Noël, quoi. J'étais là, allez, c'est parti. Alors que je fais un putain de texte de VSL, quoi. L'autiste. Taleb, justement, dans son bouquin, je crois que c'est l'Antifragile, justement, qui parle de la médecine. Il explique que la médecine moderne est ultra interventionnisme et que y a un problème à ça parce que en fait
L'humain, quand tu comprends l'humain, tu comprends que l'humain est de nature anxieuse. Pourquoi? Parce que le monde est chaotique, il y a de l'incertitude, et l'anxiété, c'est d'une certaine façon un moteur pour compléter les bouts de cartes que l'on n'a pas. C'est ce qui permet la survie, l'anxiété, s'il n'y a pas d'anxiété. Et ce qui permet d'aller chercher de l'information. En fait, l'anxiété, juste, perds pas le fil, mais l'anxiété, c'est ce qui permet à un individu de survivre et d'agir, même s'il a pas reçu d'amour. Parce que s'il a reçu de l'amour, il peut agir depuis son désir. S'il a pas reçu d'amour, il aura besoin d'anxiété pour agir. Malheureusement, comme l'amour est une ressource extrêmement rare et que ça doit, je sais pas, il doit y avoir 5% des gens qui ont reçu vraiment un vrai amour inconditionnel, bah pour les 95% restants, heureusement qu'ils ont l'anxiété. Bah c'est là où il y a de la peur, c'est là où il y a tout ça. Bref, ça permet d'aller chercher de l'information. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, lui, il part du principe que, déjà, non, ça c'est moi plus qui part du principe que l'humain du coup agit pour se rassurer avant tout, et les médecins ne sont pas exempts de ce biais, et donc vont agir avant tout pour prouver qu'ils sont compétents, pour se rassurer eux-mêmes dans leurs compétences, plutôt que d'agir pour préserver ton système. C'est-à-dire que il va rarement te dire non, fais rien, en fait, c'est bon, c'est pas grave là. En fait, le bénéfice, il va rarement calculer, et ça je trouve ça super intéressant quand Taleb parle de ça, il va rarement calculer le bénéfice-risque. C'est-à-dire que c'est la base du serment d'Hippocrate, rappelons-le. Comment ça? D'abord, ne pas nuire. Ah oui, oui, mais quand tu sais que l'humain du coup a agi depuis globalement beaucoup d'espaces de peur, en fait, il nuit sans forcément s'en rendre compte. Les endroits où on a fait le plus de progrès, en fait, les 150 dernières années, c'est pas au niveau de la médecine, c'est au niveau de l'hygiène. Et il y a beaucoup de gens qui confondent l'arrivée de la médecine et l'arrivée de l'hygiène, mais en fait juste se laver les mains, ce genre de truc et tout, c'est ça qui, t'as pas d'effet négatif, t'as pas de contre-coup à ça, à te laver les mains, tu vois. Par contre, t'as des effets ultra positifs, et on a gagné énormément là-dessus. Et sauf que à ce moment-là, les médecins ont commencé à énormément intervenir sur le système. Bon, c'était déjà le cas avant en fait avec la saignée ou des trucs comme ça, mais on a commencé énormément à intervenir avec des systèmes médicamenteux dès qu'il y avait un problème. C'est non, il y a un problème, il faut pas qu'il y ait de problème. Non, la vie c'est des problèmes à résoudre. Donc c'est normal qu'il y ait des problèmes. Et si tu laisses pas un petit peu ton système se réorganiser, c'est-à-dire que par exemple avec une plante, si jamais tu coupes les branches mortes trop vite, tu laisses pas à la plante l'habitude de se dire d'arrêter de nourrir ces branches qui sont mortes et de les laisser tomber. C'est-à-dire que tu viens intervenir tout le temps, donc elle finit par avoir besoin de l'extérieur, l'humain qui vient couper les branches en permanence, et elle ne devient pas plus résistante. Et donc c'est toujours calculer le bénéfice-risque pour rendre le système plus résistant. Si jamais le système est vraiment en danger, là il faut intervenir parce que justement le coup, par exemple, si la plante est avec plein de branches mortes et qu'elle est en train de mourir, non, là tu coupes les branches et tu la laisses repartir. Tu vois. C'est un peu pareil sur la médecine. Faudrait avoir justement toujours cette grille de lecture de bénéfice-risque. Les endroits où il y a très peu de risques, par exemple, c'est sur la chirurgie. La chirurgie, c'est énormément de progrès pour très peu de contre-coups, pour très peu de risques, pour très peu d'effets, d'externalités négatives derrière. La médicamentation, c'est énormément d'effets négatifs en contre-coup. Si tu viens empêcher le système d'apprendre à couper les branches mortes, le système immunitaire de lutter un petit peu, de créer de la résistance. Par exemple, les enfants, si on les protège trop tôt, c'est bien de les exposer à de la poussière quand ils sont jeunes. En fait, ils développent une meilleure résistance sur leurs premières semaines. Le système immunitaire est meilleur et tout. Et sauf que mettre les gens dans des systèmes totalement aseptisés, tu les rends plus fragiles. Ce que tu décris là, on peut faire un parallèle direct avec l'économie. Ou pareil, on cherche à surintervenir, mais en fait, c'est ce qui détruit les systèmes. Et dans les deux cas, il y a infantilisation, il y a surprotection. Ça m'a fait penser à l'éducation, tu viens d'en parler. Enfin, surprotéger, ça permet c'est tout aussi toxique que de pas protéger. Oui. Tout aussi toxique. Clairement. C'est son pan opposé, mais c'est la même chose, en fait. C'est tout aussi destructeur. C'est tout aussi destructeur, mais c'est beaucoup plus perfide parce que c'est beaucoup moins évident que c'est destructeur. Oui, parce que t'as l'impression de faire la bonne chose. C'est du socialisme. C'est terrible, parce que tu peux te raconter que tu fais bien, alors que tu fais autant de dégâts que dans un scénario où tu sais que tu fais mal. Ouais. Non, non, parce que tu fais moins de dégâts sur le court terme et plus sur le long terme, donc c'est moins visible. Parce que quand t'interviens, je sais pas, j'ai que des métaphores pourries, mais
quand t'interviens direct, bah, tu donnes à l'autre ce qu'il a besoin. Je sais pas, quelqu'un qui est maladivement dépendant affectif. Tu lui donnes ce dont il a envie. Tu lui donnes ce dont il a envie, c'est pas forcément ce dont il a besoin. Et tu lui donnes ce dont il a envie, donc il est content. Tu lui as donné un câlin, il est dépendant affectif. Sauf que tu l'as pas aidé en fait à justement à aller affronter cette douleur de la solitude, de tout ça, et de réaliser qu'en fait il peut trouver une forme de douceur aussi là-dedans. Et bref, tu le rends pas plus résistant en fait. Alors je dis pas que bon. Tu le fragilises. Voilà, c'est ça. C'est toujours un juste milieu entre intervenir et laisser faire. De la même manière qu'une éducation, une mauvaise éducation transforme un système antifragile en un système fragile, en l'occurrence l'enfant. Bah, une mauvaise manière de gérer l'économie transforme une économie antifragile en une économie fragile. Ouais. Bah, l'économie est antifragile grâce à la sélection naturelle et l'État, c'est l'inverse de la sélection naturelle. C'est la sélection, je sais pas quoi, humaine en fait, hein, de qu'est-ce qui devrait vivre, en fait, c'est se prendre pour Dieu. Oui. C'est dire on va injecter tant d'argent dans telle entreprise pour la sauver. Oui, mais si l'entreprise est en train de mourir, c'est qu'elle a fait des conneries. Si elle a fait des conneries, c'est qu'elle doit mourir. Si elle doit mourir, c'est bien parce qu'elle laissera place à autre chose. Et si tu prends de l'argent et t'injectes de l'argent dans cette boîte qui est en train de mourir, bah tu prends l'argent à quelqu'un qui a créé de la valeur pour quelqu'un qui est en train d'en perdre. Arrêtez en fait. Au moment où cette vidéo va sortir, peut-être que notre vidéo chez Zone Franche, Alex et Victor sur ce sujet-là sera sortie. Oui. On vous invite à aller voir ça. Du coup, il y a cette grille de lecture toujours en médecine, bénéfice-risque, et il dit par exemple les trucs qui ont très peu de bénéfices. Je sais pas, t'as un mal de tête, tu laisses le mal de tête, tu vas pas prendre un Doliprane à chaque fois. Il expliquait dans son bouquin qu'il y a des gens qui avaient beaucoup de boutons d'acné. Et en fait, dans les années 60, en gros, ils ont découvert qu'on pouvait enlever l'acné au rayon X. Oui. Alors ça a marché, tu vois. Le risque était très faible, c'est-à-dire que tu as des boutons, globalement tu vas pas mourir de ça. Bon, si le risque est très élevé psychologiquement pour l'individu et qu'il en vient à se suicider pour ça, bah peut-être qu'il faut mieux intervenir comme un bourrin. Mais faut mieux aller faire un travail psychologique que aller détruire les boutons au rayon X. Sauf que ce qui s'est passé du coup, c'est que les individus ont eu 30 ans plus tard des cancers ou 20 ans plus tard. Ça c'est vraiment surprenant. Genre c'était très faible, le bénéfice était très faible, le risque était très élevé parce que tu sais pas en fait à 20-30 ans quand tu comprends bien quelque chose. Quand tu comprends qu'il y a très peu d'études longitudinales sur 20-30 ans et que moins tu peux intervenir, mieux c'est parce que c'est très difficile d'isoler une variable en science et de la suivre pendant 30 ans dans un système totalement aseptisé et voir exactement ce qui s'est passé. C'est impossible. Et donc, juste avec cette règle, tu sais que tu dois limiter l'interventionnisme parce que potentiellement le Doliprane que tu prends 30 ans avant va te niquer une partie de ta flore intestinale j'en sais rien là, je dis un truc totalement au pif. Non mais globalement, il n'y a pas de certitude mais il y a de très bons heuristiques. Voilà, c'est ça. Et donc c'est c'est parfait pour avoir des heuristiques pour savoir quand est-ce qu'il faut intervenir sur un système ou non. Et ça marche à l'échelle d'un pays, ça marche à l'échelle de ta société. C'est laisse mourir ta boîte si elle est en train de mourir, reconstruis autre chose. Si jamais tu vois que c'est pas fait pour toi, laisse mourir ce truc et viens bâtir autre chose, tu vois. Ouais. Mais ça nécessite une forme de flexibilité et une forme d'acceptation que tu n'es pas plus fort que la vie. Et si au bout d'un moment un système ta boîte ne marche pas dans un système plus global qui a un marché et qu'il n'y a pas de marché pour ta boîte ou que tu n'arrives pas à trouver le marché, bah c'est que tu n'es peut-être pas fait pour ça et que tu n'y arriveras peut-être pas et donc il faut mieux lancer autre chose, quelque chose qui te correspond plus plutôt que de t'endetter auprès de... Enfin bref, plutôt que de faire de la merde, quoi. Au passage, les seuls qui lancent des boîtes et qui créent des offres pour lesquelles il n'y a pas de demande, donc là où il n'y a pas de marché, c'est des startups sponsorisées par la BPI. Et donc ça fonctionne en ayant pris de l'argent et de la valeur à des créateurs de valeur. Donc ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Ouais, je t'avais envoyé ça, c'est 80% des boîtes à station F sont en partie financées par l'État. Et là, ok, bon. C'est chaud. Hein. Ouais, c'est ça le monde de la start-up. Dans les points que tu m'as notés, tu parles de l'effet papillon et de pourquoi les gens le comprennent à l'envers. Tu peux m'expliquer ça ? L'effet papillon, en gros, ça dit qu'à la base, ça a dû être cartographié dans les années 60 environ, justement parce que, en gros, on a compris que un battement d'ailes de papillon pouvait être la cause, la micro-cause à la base, d'une tornade à l'autre bout de la planète 6 mois plus tard. C'est-à-dire que l'enchaînement de cause à effet
Ouais. et tellement tu ne sais pas, ce qui va se passer, et l'enchaînement de cause à effet est tellement d'une complexité que bah, un battement d'aile peut créer une tornade, quoi. C'est plus une image pour essayer de comprendre le truc, mais en fait c'est très significatif de ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire que tu peux traverser pas au même moment, la voiture freine, du coup elle a perdu 10 secondes sur son trajet, et du coup elle va écraser un piéton, et donc elle écrase un piéton, il y a un enfant qui va se retrouver tout seul parce que c'était le père de l'enfant qui s'est fait écraser, et donc l'enfant va devenir criminel, parce que quand il y a plus de père, en fait il y a un taux de criminalité Et qui dans augmente. 20 ans, il va faire une tuerie dans une école, et du coup, on va voter une loi dans ce pays pour rassurer les gens. Et ouais. Voilà, c'est ça. Et on dira, oui, le port d'armes, c'est dangereux. Non, ce qui est dangereux, c'est de pas avoir de père. Et, non, J'aime mais bien c'est vrai, ça. quand tu regardes les études, tu regardes que quand il y a pas de père, en fait, il y a de la criminalité qui double, qui triple. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Le père, c'est celui qui met un cadre. Donc, à partir du moment où il y a pas ça, qu'il en déplaise au féminisme, bah, c'est hyper destructeur, quoi. Et donc, l'effet papillon est mal compris, parce que du coup, les gens se disent, attends, mais si des micro-variables impactent toute ma vie, alors je vais devoir contrôler tout le système. Euh, J'avais même pas et pensé. je crois que j'ai pas vu le film sur l'effet papillon, mais je crois que c'est un peu le délire. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ne veulent tellement pas vivre leur impuissance de oui, en fait, il y a des micro trucs dans ta vie qui vont impacter toute ta vie, et ça tu ne le contrôles pas. Ben, ils veulent tellement pas accepter ça qu'ils se disent ok, bah il faut mettre encore plus de contrôle, et je dois même faire attention aux micro trucs, aux micro. Non, non, t'as rien compris en fait. Justement, tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas contrôler la vie. La vie, tu la vis, tu ne la contrôles pas justement. Et donc c'est faire le deuil de ça. Et c'est pour ça que je dis que la plupart des gens ont mal compris, parce que ils pensent que c'est à des politiques de contrôler la vie, que c'est à un papa super puissant qu'est l'État de contrôler le marché, que c'est à eux-mêmes de contrôler leur vie relationnelle. Et Euh, j'irais même plus loin, je dirais les gens sont persuadés qu'ils peuvent et qu'ils doivent éduquer leurs enfants, alors que tout ce qu'ils peuvent faire au mieux, c'est les élever. ouais, ouais, c'est essayer de les élever, de les rehausser, de leur faire occuper la place qu'ils peuvent occuper. Mais bon, t'éduques. Avoir des enfants, c'est l'art d'être impuissant, parce que t'éduques dans un système complexe où potentiellement le gosse sera traumatisé par un prof à un moment, par je sais pas, par le tonton, par le voisin, par je sais pas qui. Ça peut durer une minute et impacter toute la vie du gamin, et c'est compliqué. Donc non, 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 tu ne contrôles pas un système vivant, tu vis. Dans son bouquin, Taleb prend l'exemple des restaurants pour parler d'hormèse et d'adaptation et de. Ouais, il parle des restaurants, ou il parle de plusieurs trucs, en fait, il parle du fait que les entrepreneurs sont plus résistants dans un marché libre, parce que dans un marché libre, les salariés ni les boîtes ne sont protégés, ni les boîtes, hein, je dis bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a que les garanties que toi-même tu as souscrit, c'est-à-dire une responsabilité individuelle. Et donc, pourquoi l'entrepreneur est plus résistant que le salarié? Parce que justement, l'entrepreneur a des feedbacks en continu du marché. Et donc, il prend l'exemple du chauffeur de taxi, parce que c'est très imagé, qui Ouais. va se balader d'une rue à une autre. Et en fait, le chauffeur de taxi, s'il voit qu'à un moment, il y a un quartier où c'est pas très florissant, il y a pas de vie, il y a pas grand-chose, il va pouvoir changer de quartier et aller faire le taxi dans un autre quartier. Et s'il voit qu'il commence à avoir trop de taxis, il va voir ses mois baisser petit à petit, tu vois. Et donc, il va prendre des feedbacks du marché, et il va avoir une plus grande résistance, parce que le choc n'est pas du type signe noir, globalement. N'est pas du type événement imprévisible. C'est-à-dire comme pour le salarié, par exemple, le salarié dans notre configuration, le salarié dans un système où il n'y a pas la protection sociale à l'excès, bah en fait, il est soumis au bon vouloir de son patron. Et si son patron lui dit du jour au lendemain, écoute, ça fait 15 ans que tu es là, mais on n'a plus besoin de toi, et ou même j'ai plus envie de travailler avec toi, ciao, bah il y a une forme de fragilité qui est plus grande, parce que tu es soumis justement aux aléas émotionnels ou économiques de ton entreprise, sans pour autant avoir les feedbacks de ça se passe mal, parce que tu te rends pas forcément compte à l'échelle individuelle en tant que salarié que ça se passe mal à l'échelle du système entreprise. Et donc, d'une certaine façon, dans un système sain, bah,
le salarié, enfin l'entrepreneur est plus connecté au feedback du marché et donc est plus antifragile, tu vois. Mais bon, dans le système actuel français, il y a une inversion totale, c'est-à-dire qu'on préserve enfin c'est une galère sans nom de licencier un salarié. Si t'envoies des messages de je licencie un endroit, tu peux pas réembaucher, sinon tu signales à l'État que t'es pas vraiment en licenciement économique, parce que c'est soit t'es en licenciement économique, soit tu l'es pas. Donc c'est une galère de réembaucher en même temps parce que t'as plus le droit aux mêmes arrangements avec l'État et tout ça. Et donc on a détruit cette sélection naturelle qui permet de préserver le système plus global qu'est le système entreprise pour protéger des individus. Et donc c'est catastrophique parce que à la fin c'est pas c'est pas juste un salarié qui va être viré, c'est une entreprise entière qui va fermer. Et encore à une autre échelle d'organisation, le système tissu économique tout entier. Ouais. Parce que ça donne des mecs comme nous qui se disent jamais de la vie on recrutera un mec en salarié en France parce que c'est trop d'emmerde potentielle. Et à l'autre extrême opposé, des grosses boîtes qui elles n'ont pas le choix et qui du coup plutôt que de passer par le système classique passent par des boîtes de recrutement de chasseurs de tête, payent des primes énormes sur les salaires qui payent le salarié juste pour pouvoir accéder à de la flexibilité par du portage salarial, etc., etc. Il y a toujours des solutions, ça coûte plus cher. Évidemment, c'est les entrepreneurs qui payent le surcoût, les entreprises. Les grosses boîtes vont payer le double des salariés pour avoir une possibilité légale de les virer, parce que s'ils sont salariés directement, ils peuvent pas les virer. Je savais pas ça. En gros, c'est ça. C'est pas le double, mais par exemple, là où l'entreprise Schneider Electric, grosse boîte, aurait offert un CDI à 45 000 euros bruts par an, eh ben ils vont être prêts à payer 60 000 euros bruts par an. Un mec qui embauche le gars et qui ensuite le place en portage salarial dans la boîte. Et comme ça, si le mec est mauvais, ils peuvent le virer. Ils payent une prime, en fait. C'est vraiment la prime d'accès à la flexibilité qui devrait être la base dans une économie libre. Mmh. C'est du délire, hein. C'est que la bien-pensance socialiste crée de la rigidité partout. Ouais, et puis même, l'antifragilité est niquée au niveau de plein d'autres trucs. Si tu dézoomes, t'arrives à la monnaie. La monnaie, c'est cette connivence. Enfin, on fait de la création monétaire pour diluer les conneries de l'État et des banques. Les banques sont dépendantes de l'État est dépendante des banques. Et je vais sauver à base d'impression monétaire soit l'un soit l'autre. Je vais accorder des prêts à l'État ou je vais accorder je vais renflouer des banques et c'est le contribuable à coût d'inflation qui va finir par payer de sa poche les conneries de. Donc en fait le système est niqué de toute façon. Le système est niqué. Bien sûr. Pourquoi c'est un problème quand ceux qui décident ne sont pas skin in the game? Pourquoi est-ce qu'ils prennent forcément des mauvaises décisions? Bah, le skin in the game, c'est une notion clé de Taleb. Et en fait, c'est la raison pour laquelle les universitaires, je vais le dire clairement, sont incompétents. Parce que ils ne jouent pas leur peau. En fait, skin in the game, ça veut dire jouer sa peau. C'est la raison pour laquelle les universitaires sont incompétents, les économistes sont globalement incompétents, les politiciens sont incompétents, parce que en fait, ils ne sont jamais incentivés par le réel à s'améliorer, à prendre des feedbacks, à avoir. Le politique peut faire 500 fois des conneries, il sera toujours là. L'universitaire, globalement, c'est pareil. Il peut faire énormément de conneries, il sera toujours là. L'économiste, il peut faire des prédictions à la con. L'économiste peut valider le programme économique de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle 2022. Il a toujours son titre d'économiste, tu vois. Ouais, et quand tu regardes, en fait, il ne joue pas sa peau, il ne joue pas son titre, et il peut faire 500 fois des prédictions à la con, il sera toujours là. Tu as la même pour les mecs sur le climat, c'est-à-dire que les mecs peuvent se permettre de faire des prédictions tout le temps sans. Et puis, il y a 500 prédictions, il y en a une qui résiste, on prend celle-là médiatiquement, on la fait exploser, on dit regardez, on le savait. Non, en fait, quand tu regardes, il y a 499 personnes qui se sont gourées dans le système, qui ont fait des prédictions à la con, et un coup ça passe du refroidissement, un coup le réchauffement, un coup le changement. Alors c'est normal, il y a une évolution scientifique parce que tu prends des feedbacks et t'essayes de. Mais il faut arrêter de croire qu'on sait ce qui va se passer.
Et justement, le problème de ces mecs-là, le problème des économistes, comme dit Taleb, c'est qu'ils ne savent pas ce qui va se passer et qu'ils peuvent faire des prédictions, que ça n'a aucun impact. Par contre, ça impacte toute une politique économique qui, elle, va détruire un système. Et derrière, en fait, tu regardes, les mecs ne savent jamais ce qui va se passer. Ils se trompent systématiquement. Et en fait, il y a des expériences qui montrent que les professionnels à ce niveau-là, je saurais plus comment elle s'appelle, je la mettrai peut-être en source justement parce que Taleb en parle. Il montre que les mecs qui sont à blouse blanche, qui sont compétents dans leur domaine, ne font pas mieux en termes de prédiction que des mecs qui sont en licence. Qui sont supposés compétents dans leur domaine. Oui, oui. Et parce que justement, il n'y a pas cette incentive. Tu peux rester dans l'idéologie. Tu peux, enfin, c'est l'humain fait des systèmes qui ne fonctionnent pas d'un point de vue du vivant, mais qui fonctionnent d'un point de vue de la mémétique, de l'idéologie, et donc qui fait que il y a certaines personnes qui sont prêtes à te payer pour un système idéologique et te faire croire à ton idée. C'est-à-dire comme c'est des enfants et qui veulent un doudou idéologique, ils vont faire vivre ton idéologie et tu vas continuer à te dire regardez, mon idéologie ça marche parce qu'il y a des gens qui payent pour ça, mais parce que en fait c'est des enfants qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'avoir un plan pour ils préfèrent avoir un plan de Paris dans les Alpes que pas de plan du tout en fait, ces mecs-là. J'en profite pour rappeler que même si malheureusement on peut pas vraiment faire confiance à l'indicateur de la certification et du diplôme pour juger de la compétence de quelqu'un, il y a un indicateur qui est plutôt fiable, qui s'appelle le quotient intellectuel. Oui. Sans surprise. Clairement. Les politiciens devraient être skin in the game, ils devraient payer de leurs erreurs. Ils devraient, et en fait, ils arrêteraient de faire des conneries. Tu sais, il y a un truc que j'ai entendu de Charles Gave qui va dans le sens inverse de là où il faudrait aller. Ah, ok. Que aujourd'hui, si tu es fonctionnaire, si tu es dans la fonction publique, et que tu dis que tu veux aller faire de la politique, et qu'imaginons tu essayes de te faire élire, si tu n'es pas élu et que tu foires, tu peux reprendre ton poste. Maintenant, imagine que tu es un privé, que t'es chef d'entreprise. Tu te lances en politique. Donc tu étais un mec skin in the game, etc. Il y a de grandes chances que tu prennes des bonnes décisions. Tu te lances en politique. Tu fais campagne. Déjà, tu la finances. Tu n'es pas élu. Et ben là, bon courage pour reprendre ta boîte. Bon courage pour que tous tes clients soient encore là et qu'ils soient pas allés à la concurrence. Donc, c'est trop risqué. Alors que pour le fonctionnaire, c'est pas risqué de prendre ce risque. Enfin, il joue pas grand-chose à prendre le risque de se lancer en politique, même si ça foire. Donc déjà, à la base, il y a un énorme problème. Ouais, puis sans parler du fait que les mecs qui sont préparés à faire de la politique, hier je parlais avec un mec à la salle qui est en licence de sciences politiques et en même temps c'est un mec rationnel parce qu'il fait une licence de maths et qu'il fait le seul cursus qui a vraiment enfin j'abuse, mais un des seuls cursus, enfin au moins où il y a une intégration de la rationalité. Et donc c'est un mec, parce que sciences politiques, c'est littéraire en fait. On t'apprend à parler, à utiliser le verbe, à manipuler les masses, en fait, on apprend à enculer les gens, quoi, en fait, clairement, à faire de l'hypnose, à tout ça, avoir une culture pour pouvoir répondre. Ouais. Ça dit rien sur le fond. En fait, comme c'est des mecs qui se sont pas introspectés généralement, c'est juste des mecs qui ont rationalisé à coup de culture générale et de verbes impressionnants, leur pathos émotionnel et le rationnel et tout ça n'existe pas dans leur monde. De toute façon, t'en as pas besoin. T'as besoin juste d'idéologie et d'idéologie suffisamment convaincante pour pouvoir entraîner une foule, quoi. Donc, si jamais vous êtes en sciences politiques, faites une licence de maths en même temps, ça vous aidera. Alors, je vais amener un petit bémol. Je connais quelqu'un de très proche de moi, je vais pas la citer, qui a fait sciences politiques et une licence de maths et qui a un QI élevé, mais elle est complètement à l'ouest. Oui, non, mais elle est pro-socialisme, complètement woke, pro-interventionnisme. Et au niveau émotionnel, dans un état d'insécurité totale, évidemment. Oui, c'est normal. C'est les gens qui sont. Moi, j'ai la flemme d'aller par là. En gros, tu me dis si je me trompe, mais ce que tu voulais dire, c'est que là, ce que tu viens de dire, ça peut donner des armes pour prendre des décisions rationnelles du moment que les fondations psychologiques sont solides. C'est ça. Si elles ne le sont pas, alors c'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire. Voilà. Comme ça. Voilà. Ok, il y aura sûrement une partie 2 à cette vidéo parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas le temps de traiter et ça fait déjà 1 heure. On va peut-être pas faire une vidéo de 2 heures. Ouais. Non, c'est très bien. Et ben si vous êtes arrivé jusque là, pensez à vous abonner,
Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez besoin de vous connaître pour justement savoir quel est votre désir, savoir où est-ce que vous voulez aller, savoir comment construire un système antifragile, nous, c'est ce qu'on fait. Un exemple tout bête, concret là, que d'antifragilité, nous, on a plusieurs chaînes YouTube. Parce que c'est plusieurs actifs et qu'à tout moment, ta chaîne YouTube peut sauter. C'est ce qui est arrivé à un ami récemment, où il a perdu une chaîne à plus de 300 000 abonnés. Et donc, quand tu ne diversifie pas tes actifs, que ça soit d'un point de vue de la santé psychologique, d'un point de vue de tes relations, d'un point de vue de ton business, d'un point de vue de tes actifs financiers ou d'un point de vue, enfin tout court, bah t'es d'une certaine façon en danger. Et donc on apprend aux gens, grâce à l'antifragilité, bah, à devenir plus robustes, quoi, plus résistants. De manière générale, la centralisation crée de la fragilité, quoi. Voilà. Très bien. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes stressé, anxieux, que vous avez besoin d'aide. Nous, on est compétents sur le sujet. Ça serait un plaisir de pouvoir vous accompagner, vous aider, surtout si vous êtes entrepreneur, parce que c'est les personnes qu'on accompagne. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et on vous retrouve pour une deuxième partie potentiellement.